opportunités représentent inévitablement des risques, un accroissement de cette surface d'attaque dont on parle, la surface de vulnérabilité. Et donc l'idée est bien d'anticiper ce phénomène et voir comment collectivement, puisque c'est aussi tout l'intérêt de ce débat ce matin, c'est la pluralité, la complémentarité des rôles que vous jouez dans cet écosystème, à la fois bien sûr au cœur même des services et des systèmes de santé, les producteurs, les fabricants de ces objets connectés, on y reviendra, donc le rôle bien sûr du monde industriel, du monde privé qui doit travailler en coopération avec les acteurs. Il y a les professionnels des systèmes de santé, les professionnels de santé, mais aussi les professionnels de la sécurité de ces systèmes. Et là, il faut coordonner, fédérer tous les acteurs pour converger vers un consensus, et c'est pas toujours évident puisqu'on a parfois des intérêts divergents. Et puis il y a évidemment le volet européen, puisque évidemment au niveau national ce sera très compliqué d'aborder ces sujets et ça doit bien sûr se penser au niveau européen. C'est donc tout l'enjeu de ce débat qui se passe à la fois en français et en anglais. Donc vous avez un système de traduction qui est mis à votre disposition si vous le souhaitez. Pour les téléphones portables, je vous invite à les mettre sur silencieux ou mode avion pour qu'on puisse effectivement, alors bien sûr, profiter de vos mélodies, ce qui peut être très sympa, mais c'est aussi plutôt intéressant d'avoir le calme dans la salle pour pouvoir écouter nos intervenants, ce qui fait que vous aurez ensuite beaucoup de questions à leur poser à l'issue du débat que nous aurons, puisque nous garderons bien sûr un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Peut-être vous présenter, messieurs, avant de débuter, donc à mes côtés Jean-Sylvain Chavanne, donc RSSI du CHRU de Brest. À vos côtés, donc nous avons Charles Blanc-Rollin, chef de projet sécurité numérique en santé, donc du GCS e-santé Pays de la Loire. Merci à tous les deux d'être avec nous. Nous avons également Ben Cox, donc Director Product Security de Philips. Thank you, Ben, to being with us this morning. Et nous avons également Miguel González Sancho, donc vous êtes Head of Unit for Cybersecurity de la DG Connect from the European Commission. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Peut-être une première question que j'ai envie de vous adresser à tous les deux, Jean-Sylvain, Charles, sur les enjeux que vous voyez d'ores et déjà à adresser sur ces objets connectés sans perdre les opportunités qu'ils représentent aujourd'hui, mais faire en sorte qu'ils ne deviennent pas les maillons faibles de ce système de santé qui en a besoin et en même temps qui est déjà très très fragilisé. Oui, bonjour à tous. Alors, au niveau des enjeux que moi j'ai parlé pour ce que je vois à peu près sur le CHU de Brest, on a deux enjeux principaux. Le premier, c'est la sûreté des patients. Quand on a des objets connectés, l'objectif c'est quand même de s'assurer que ils remontent bien les bonnes informations sur le système d'information, qu'ils ne viennent pas mettre en danger la prise en charge du patient. Donc ça c'est le premier enjeu qui est fondamental, mais il y en a peut-être un autre qu'on voit un peu moins, c'est aussi le diagnostic pour le professionnel de santé. C'est-à-dire que le professionnel de santé ait la confiance dans le système d'information qu'il va justement prescrire auprès d'un patient. Et ça, c'est hyper important parce que derrière, c'est ce qui va lui permettre de guider les soins qu'il va prescrire. Si par exemple on a, je sais pas moi, des remontées de rythme cardiaque qui tout d'un coup sont multipliées par 10, ou alors des remontées de taux d'insuline ou des choses comme ça, tout d'un coup le diagnostic du professionnel de santé peut être altéré. Et ça, c'est un vrai problème, un véritable enjeu pour assurer la sécurité des données qui vont transiter des objets biomédicaux vers ensuite les systèmes d'information qui permettront de réaliser les soins. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux enjeux-là. Il y a un premier enjeu sur la sécurité et la sûreté du patient, et le deuxième, c'est sur la confiance que doit avoir le professionnel de santé dans les équipements qui vont aider à la prescription de soins. Et également peut-être le point aussi sur l'augmentation des équipements qui ne sont pas forcément numériques. On pense, je dirais presque, alors on a effectivement déjà des biais où on pense forcément à l'imagerie, par exemple, mais ça va bien au-delà de ça, et ça c'est aussi un point à prendre en compte. C'est vrai que quand on parle d'objets connectés en santé, alors alors maintenant on a tout un panel d'objets connectés de santé. Ça va effectivement de l'imagerie, ce qu'on disait sur comment dire le stockage, faire des images pour les patients. Ça va jusqu'aux pouces-seringues qui permettent justement de prodiguer des médicaments selon un rythme bien défini,
qui permettent derrière de réaliser un soin au patient. Puis ça peut aller au respirateur, ça peut aller dans plein de domaines qu'on n'estime pas encore aujourd'hui. Et dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus la démocratisation, je pense, de l'hospitalisation à domicile, où là on va avoir encore plus d'objets connectés qui vont essayer de remonter depuis le domicile du patient jusqu'à un CHU ou un centre hospitalier les données. Et donc là, on a des véritables enjeux de sécurité de ces systèmes d'information qui vont passer en plus par Internet. Et là, c'est une autre histoire. On va revenir sur ces enjeux et surtout comment les adresser, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le penser. Et je sais que, évidemment, Miguel González Sancho reviendra sur ce qui peut être fait au niveau européen pour accompagner cette dynamique. Évidemment, on pense à de la régulation ou à certaines obligations, mais là encore, il faut trouver le bon équilibre. Peut-être, Charles, en complément, il y a notamment la notion d'applicatif qui est important. Bonjour à tous. Oui, alors déjà pour compléter ce que disait Jean-Sylvain, enfin moi je partage totalement son avis et on a aujourd'hui déjà quelque chose qui est le marquage CE médical qui est là aujourd'hui pour assurer la sûreté en tout cas et la sécurité du patient. Le gros souci aujourd'hui dans ce marquage CE médical qui est apposé par les constructeurs, c'est que la sécurité numérique telle qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas vraiment prise en compte dans ces systèmes-là, malheureusement. Et ce sont des systèmes qui ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue qu'un ordinateur classique. Le temps d'amortissement d'un PC qu'on va avoir sur un parc informatique va être de 3-5 ans peut-être dans certains établissements de santé. Des dispositifs médicaux, la durée d'amortissement, elle va être plutôt sur 10-15 ans parfois. Et parce que ce sont des dispositifs qui sont très chers. Donc on se retrouve souvent avec des systèmes qui sont vulnérables, des systèmes d'exploitation qui ne sont pas mis à jour, déjà par ce blocage qui est fait au niveau du marquage CE médical, parce que aujourd'hui, le client final, donc l'établissement de santé, ne peut pas appliquer de modifications sur ces dispositifs médicaux. Donc, il ne peut pas, ne serait-ce qu'appliquer des correctifs de sécurité. Si on prend le cas de dispositifs médicaux qui tourneraient sur un système Windows, on ne pourrait pas appliquer on ne peut pas appliquer des correctifs de sécurité. On ne peut pas faire de modification de la configuration. On ne peut pas installer de solutions de protection type EPP, EDR sur ces dispositifs-là. Donc, on a quand même beaucoup de limites, beaucoup de contraintes sur ces dispositifs. Il y a éventuellement, en tous les cas, le point sur d'embarquer cette security by design quelque part dans ces objets connectés. Il y a la problématique aussi notamment des logiciels obsolètes embarqués. Et ça, c'est aussi un autre point quelque part de préoccupation pour vous au cœur des services de santé. Oui, et puis on a aussi une autre problématique, c'est que souvent ces dispositifs médicaux sont un peu des boîtes noires. On n'a pas connaissance de tous les systèmes qui sont embarqués, tous les applicatifs qui sont embarqués sur ces dispositifs-là. La FDA aux États-Unis avait commencé à initier des travaux sur ce sujet et voulait imposer aux constructeurs, en tout cas aux constructeurs américains, déjà de commencer par fournir un listing des applicatifs qui tournent et qui sont utilisés, des applicatifs, des librairies qui sont utilisées sur ces dispositifs pour qu'on puisse savoir quand une nouvelle vulnérabilité, on peut reprendre le cas de Log4Shell qu'on a vu au mois de décembre, puisque c'est un exemple qui va parler à tout le monde. Dans le cas de Log4Shell, on s'est rendu compte que énormément de gens ne savaient pas qu'ils avaient du Log4j sur leur système. Et là, c'est un petit peu la même chose sur ces dispositifs médicaux. En fait, on a des vulnérabilités qui sortent et on n'est même pas au courant en fait qu'on embarque ces logiciels ou ces librairies à l'intérieur de nos dispositifs. Donc effectivement aussi plus de transparence et quelque part de partage entre les différents acteurs de l'écosystème. On va y revenir bien sûr puisqu'il y a effectivement cette publication qui est faite aux États-Unis. On va voir si possiblement c'est quelque chose qui pourrait arriver en Europe et puis on reviendra aussi sur d'autres éléments en matière de sécurité et surtout quelles pistes
finalement on pourrait aujourd'hui explorer pour améliorer la prise en compte de la sécurité, de la cybersécurité dans ces objets connectés au cœur de la santé. On parlait à l'instant, je dirais presque naturellement, de l'Europe, parce qu'on a bien compris que c'était à ce niveau-là, c'est à cet échelon que ça doit se passer pour pouvoir évidemment donner des résultats. Miguel Gonzalo Sancho, c'est évidemment vers vous que je me tourne spontanément. On parlait, Charles l'évoquait, ce marquage CE. Je vous ai vu acquiescer aux propos qu'il tenait. Je pense qu'effectivement, ça fait résonance dans ce que vous portez aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait y avoir, quelles sont les pistes d'amélioration et sur quoi travaille la Commission aujourd'hui en ce sens? Merci. Donc oui, effectivement, j'étais d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites auparavant. Ce que je dois dire que tout d'abord, c'est que le milieu, comme vous l'avez dit vous-même, le milieu, l'écosystème de santé est complexe, hétérogène, fait de beaucoup de composantes. Quand on parle d'objets connectés en matière de santé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le spectre est très large. Donc, ça va des objets qui sont au milieu hospitalier, qui bougent, des objets implantés chez les gens, pacemaker, pompe d'insuline et autres, des objets de monitoring tout simplement. Donc on entre aussi dans la sphère plus wellness, comme on dit, et moins santé, et en milieu hospitalier, à la maison, en mouvement. Donc il y a tout ça. C'est un spectre assez large. Et quand on pense risque et législation, il faut voir qu'il y a toute cette complexité. Donc très important, ça a été mentionné, les objets, les dispositifs médicaux. Voilà, que ce soit un dispositif considéré comme un dispositif médical ou pas, ça c'est un point très important. Il y a donc le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux qui est entré en vigueur, je lis ici sur Internet déjà l'année passée, et qui prévoit des obligations ex ante et ex post quand on met sur le marché un nouveau dispositif médical. Et ces obligations incluent donc la partie sécurité, la partie cyber. Et ça c'est nouveau, ça vient presque sortir. Mais je vois tout ce qui est ex ante, c'est effectivement de faire une analyse de risque cyber avant de mettre quelque chose sur le marché, lister les conditions minimales de sécurité au sens large, pas cyber. Et après, le fabricant, il est tenu de faire un suivi de cet objet qui est mis sur le marché, y compris de rapporter les vulnérabilités qui ont été détectées au niveau d'une base de données qui existe pour cela. EUDAMED, apparemment, ça s'appelle. Donc ça, c'est pour tout ce qui est risque médical, où il y a effectivement une législation européenne qui est liée à ce marquage européen dont on a parlé, mais il y a tout un dispositif large, comme je dis, avec une base de données, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, après, il y a des autres objets qui ne seraient pas considérés comme objets dispositif médical, mais qui seraient aussi dans cette, comme je dis, wellness et tout ça. Et là, on pourrait rentrer plutôt dans le cadre de tout ce qui est législation en matière de sécurité des produits, safety, donc sûreté au sens plus large, pas médical spécifiquement. Après, il y a il y a des législations européennes qui peuvent intervenir de manière plus indirecte, je dirais, comme la directive Nice, qui s'adresse en particulier à certains opérateurs qui seraient considérés comme essentiels. Et là, la santé est un des secteurs qui est visé dans cette directive Nice. Et dans ce cadre, un opérateur au sens large essentiel de santé qui aurait la responsabilité d'objets médicaux aurait certaines responsabilités. Bon, là, c'est intéressant de voir quelle est la frontière de responsabilité entre le fabricant et l'opérateur.
Et puis après, je voudrais citer aussi, qui s'applique de manière indirecte, mais c'est très important dans le domaine de la santé, tout ce qui est la protection des données en matière de santé, dans ce cas-ci, où il existe une législation européenne, et tous ceux qui gèrent des données, y compris en matière de santé, ils sont tenus de respecter certaines obligations, et on sait que ces objets, ils s'alimentent de données, ils rapportent de données, et là, il y a des obligations également qui s'appliquent. Voilà, je vais en rester là pour, disons, le côté, l'aspect européen de la question. Peut-être sur la directive Nice dont vous parliez, parce que c'est effectivement intéressant de voir qu'il y a un volet dédié à la santé, et puis il y a aussi des sujets quelque part connexes et qui reviennent et qui ont des répercussions, des impacts sur la santé. La directive Nice est révisée, on parle de la Nice 2. Est-ce qu'il y a des sujets, des points adressés spécifiquement à la santé, compte tenu notamment de cette pandémie qui a réveillé aussi, qui a rappelé un certain nombre de choses, ou est-ce que ça n'est pas forcément des points consacrés dans la version 2? C'est-à-dire le domaine santé comme étant un donné, disons, critique, ça y reste. Ça y reste. Et pour le reste, donc, les obligations qui sont revues dans cette directive, elles seraient d'application à la santé comme aux autres secteurs. De même, moi, je ne crois pas que ça a changé à ce point de vue-là. C'est-à-dire, c'est juste que les obligations pour tous les secteurs vont plus loin que ce qu'il y avait auparavant. Donc de manière plutôt transversale, une approche. Merci beaucoup, Miguel. Alors Ben, évidemment, on a envie d'avoir votre point de vue. Je vous ai vu aussi acquiescer beaucoup à certains des éléments qui étaient évoqués, notamment par les deux acteurs de la santé qui sont avec nous. Ils ont parlé évidemment de ces objets connectés. On évoquait ce qui se passe aux États-Unis, leurs besoins aussi, leurs inquiétudes quelque part sur ces sujets. Il y a bien sûr des réglementations au niveau européen. Donc on a envie de vous demander à vous qui êtes, on va dire, le fabricant de ces objets aujourd'hui avec nous, comment... Parce qu'on comprend qu'il y a un équilibre qui est complexe aussi pour vous à trouver, parce qu'il y a la mise à disposition de ces objets connectés qui représentent de grandes opportunités. On l'a vu, il faut adresser ces enjeux de sécurité, de cybersécurité. Il faut se conformer aussi aux réglementations qui sont différentes en Europe, dans le monde. On imagine que l'équilibre pour vous n'est pas évident. Alors comment on se positionne au nom de Philips? Yeah, thank you for that question and good morning everybody. Merci pour cette question. Bonjour à tous. Eh bien, en effet, c'est un sujet très complexe parce que nous voyons que les règlements dans le monde entier sont encore à la traîne. La plupart des règlements se focalisent sur la sûreté et pas sur la sécurité, même s'il y a des changements. On voit avec l'UNDR, on voit aussi des changements dans la législation américaine où l'agence FDA essaie d'avancer en la matière, mais il y a aussi ce que l'on appelle le Patch Act qui doit encore être approuvé. Donc l'agence FDA peut désormais se focaliser sur le sujet de la sécurité. Alors en tant que fabricant dans le domaine de la santé, il est important de se pencher sur les réglementations parce que nous devons nous plier aux obligations en ce qui concerne les appareils médicaux, mais il faut aussi tenir compte des obligations des clients qui utilisent ces appareils. Et je ne dirais pas que ces intérêts sont divergents, mais si on ne prend pas les deux aspects en considération, eh bien, on manque certains aspects, notamment en termes de réglementation. On ne s'inquiète pas de la perte des données, alors que c'est une préoccupation importante des hôpitaux. Donc pour remédier à ces défis, il faut penser à tout cela d'un point de vue de la fabrication. En ce qui concerne les réglementations, en Europe, il y a des définitions, des termes qui doivent être définis. La Commission européenne a créé des règlements en la matière. Et en soi, c'est important. Ça répond aux attentes. Ces règlements se focalisent sur la sécurité,
mais aussi sur la responsabilité partagée, parce que dans le domaine de la santé, on sait que l'on ne peut pas garantir la sécurité seulement par les fabricants, par les régulateurs ou par tel ou tel acteur. Il faut que ce soit une approche concertée. Bien sûr, c'est un processus d'apprentissage continu. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de défiance entre les différents acteurs, ce qui ne fait que rendre la tâche d'autant plus complexe. Il y a de nombreux autres défis. Les équipements dans les hôpitaux sont utilisés pendant de nombreuses années. Nous faisons des analyses sur de nombreuses années, des analyses qui durent 23 ans. Et en Europe, 20% des systèmes MRS, TIC, etc. ont plus de 10 ans. Il y a 10 ans, nous n'avons pas conçu des systèmes pour qu'ils soient sûrs. Et bien sûr, les technologies de l'époque ne peuvent pas être mises à jour, ou difficilement. Donc pour les sécuriser, il faut les remplacer, ces équipements. Et bien souvent, c'est difficile de trouver le budget pour le faire. Donc il y a beaucoup de défis dans le domaine de la santé que nous devons aborder. Merci beaucoup. Avec vous, puisque c'est un point central qu'il évoquait sur finalement ces systèmes anciens qui sont au cœur de la santé aujourd'hui. Et il est quasiment impossible aujourd'hui de les mettre à jour, il faut les remplacer, mais là on voit bien l'investissement, ce qu'évoquait Ben à l'instant, le coût que cela représenterait. Comment est-ce qu'on adresse ces défis aujourd'hui? Quels sont les... Pardonnez-moi, c'est un très mauvais jeu de mots, mais les palliatifs que vous pensez pour adresser ces challenges? Effectivement, on a beaucoup d'objets qui ont, alors 10 ans, on en a même certains qui ont plus que ça, qui continuent d'être en production parce qu'ils sont encore efficaces, parce qu'ils répondent aux besoins des professionnels de santé. Malgré tout, effectivement, en termes de cybersécurité, c'est pas l'idéal. Donc, et comme le disait Charles, l'autre problématique, c'est que ça consiste souvent à être des boîtes auxquelles on n'a pas le droit de toucher, parce qu'effectivement, installer un EDR ou un antivirus, on rompt le marquage qui fait qu'on ne sont plus agréés pour pouvoir être des objets biomédicaux. Donc, on est coincé dans une problématique assez difficile. Et quand on en parle aux professionnels, les services n'ont pas les moyens effectivement financiers de pouvoir remplacer ces objets. Donc, on va nous, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est la meilleure ou la moins bonne solution, mais agir sur une défense qui va être plus périmétrique. On va essayer justement de les recenser, c'est-à-dire d'avoir quand même cette visibilité pour savoir où on en est sur les niveaux de maintenabilité de ces outils-là. Et ensuite, de dire, on va les regrouper dans des zones qui sont spécifiques au domaine biomédical et on va y attacher des règles de cybersécurité un peu plus précises, un peu plus profondes. Mais ça nécessite quand même une certaine expertise technique pour comprendre comment ils fonctionnent, notamment sur les aspects réseau, protocole, où il y a quand même des spécificités. Donc du coup, on va essayer d'avoir cette sécurité périmétrique qu'on pourrait avoir sur ces objets-là. C'est pas forcément idéal, mais aujourd'hui, ça répond, on va dire, à notre besoin de sécurité, tout en permettant aux professionnels de santé de continuer à exercer leur métier au quotidien. Je pense d'ailleurs que c'est la seule bonne façon de faire aujourd'hui, c'est de mettre ces dispositifs, comme tu le disais, dans une bulle, de faire de la micro-segmentation au maximum, de limiter les flux entrants et sortants de ces réseaux, déjà de bien connaître les flux et de les limiter au maximum, de les filtrer au mieux possible et vraiment d'avoir quelque chose de très fin là-dessus. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Pour vous donner quelques exemples, des dispositifs médicaux encore maintenus par les constructeurs. Moi, j'en ai vu l'année dernière qui avait du configure dessus. Donc, configure, c'est un verre qui exploitait une vulnérabilité dans le protocole. Dans l'implémentation du protocole SMB Windows, cette vulnérabilité, elle a été corrigée en octobre 2008 sur Windows XP. Donc là, on se retrouvait avec des équipements de radiothérapie, donc quand même
assez important avec un impact sur le patient qui pourrait être grave, hein, parce que ce qu'on a tendance à oublier dans le domaine de la sécurité, c'est que de l'autre côté du câble, on a le patient qui est connecté. Et donc du coup, ces dispositifs, ils étaient vulnérables parce qu'ils étaient toujours sur une version de Windows XP qui était obsolète. Et donc du coup, on n'avait pas de correctif de sécurité qui était déployé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a détecté aussi et qui peut venir en complément de la segmentation. C'est la détection des flux réseau, puisqu'on ne peut rien installer sur ces systèmes. On ne peut pas installer de solution de protection ni de détection. Donc une des solutions peut être aussi la supervision des flux réseau, voir ce qui se passe. Et là, la supervision des flux réseau nous a permis en tout cas de détecter qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Donc on a poursuivi les investigations et on a fini par trouver qu'on avait des machines qui étaient compromises et qui tentaient de compromettre d'autres machines, puisque Configure se déployait comme un ver. Donc en fait, il essaye d'attaquer toutes les machines qui sont autour de lui et de se répandre comme ça. Par chance, toutes les machines à côté étaient quand même patchées. Donc on avait que 3 machines qui étaient vulnérables. Mais en tout cas, voilà, on avait quand même un risque à ce niveau-là. Donc la solution, ça a été une réinstallation par le constructeur et en collaboration avec les équipes biomédicales. Une réinstallation du système. Le constructeur a quand même bien voulu appliquer le correctif de sécurité Microsoft sur ces machines-là, mais on se retrouve quand même avec des machines qui sont très très vulnérables. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, comme le disait Jean-Sylvain, de segmenter au maximum, de les protéger, vraiment les mettre dans une bulle. Donc pour vous, pour adresser finalement ces challenges, s'assurer que ces fameux objets connectés ne deviennent pas le maillon faible au cœur des systèmes de santé, c'est donc cette supervision des flux réseau pour mieux détecter les anomalies. Et puis, en complémentarité, le point que vous évoquiez tout au début de cette session sur ce que font aujourd'hui les Américains avec cette obligation de publication des logiciels qui sont embarqués. Pour, là encore, pouvoir mieux apprécier les risques, mieux les analyser en amont. C'est un appel à vœux. Est-ce que c'est possible? Alors peut-être qu'on aura aussi l'avis de Miguel sur le sujet. Est-ce que c'est possible d'avoir cette même, quelque part, cette obligation de publication en Europe? Alors, allez-y Charles. En complément sur ce sujet, il y avait quelque chose d'intéressant aussi dans les travaux de la FDA, qui était de demander aux constructeurs une possibilité de mettre à jour les systèmes et que cette mise à jour puisse être faite par le client final, donc en fait par les établissements de santé. Parce qu'aujourd'hui, on voit encore beaucoup de dispositifs médicaux sur lesquels en fait l'application des mises à jour, des correctifs qui sont fournis par le constructeur ne peuvent pas être appliqués directement par les équipes biomédicales dans les établissements de santé, mais ils sont obligés de faire appel au constructeur pour réaliser ces mises à jour. Et donc du coup, dans les travaux de la FDA, il y avait justement cette demande-là d'avoir une fonctionnalité de mise à jour sur les dispositifs. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant également. Miguel, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait voir arriver en Europe? Oui, quand j'écoutais, je pense que les milieux, l'écosystème de santé est très diversifié, très complexe, avec beaucoup de composantes. Et c'est un milieu hospitalier, c'est la maison, ça devient très très complexe, hein. Comme d'autres écosystèmes d'ailleurs, mais la santé peut-être plus. Et moi, ce que je crois, c'est que au cœur du dispositif, ce qui est important, c'est vraiment le profil du risque. C'est bien déterminer les risques dont on parle. Et on en a parlé tout à l'heure, il y en a plusieurs. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un risque pour le patient? Là, c'est très important parce qu'à partir de là, il y a toute une série d'obligations qui entrent en ligne de compte. Est-ce que c'est plutôt un risque pour les données, privacité, tout ça? Bon, est-ce que c'est un risque pour les systèmes? C'est-à-dire, le système d'information va être compromis avec du rançongiciel ou autre. Donc, il faut effectivement voir le risque dont on parle. Et à partir de là, très lié à la notion des risques, la responsabilité, liability en anglais. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution unique, c'est tout un ensemble.
Quand il s'agit de risques pour le patient, de risques médicaux, il est clair que voilà, il y a des obligations, je viens de le mentionner, ça a été mentionné, et le fait de rapporter ces genres de vulnérabilité, c'est une obligation européenne qui existe déjà. Quand c'est d'autres types de risques, comme des risques pour les données qui sont pour la protection des données, il y a d'autres obligations qui entrent en ligne de compte. Voilà, vous avez parlé des mises à jour, ce qui est peut-être très important. Enfin, il y a les deux côtés, hein, parce que ça peut être important de mettre à jour les dispositifs de santé, mais en même temps, c'est une source aussi de risques potentiels, parce que c'est une porte d'entrée. Donc voilà, ça c'est important. Mais pour répondre à votre question, effectivement, le fait de rapporter, d'avoir des obligations de transparence, ça c'est un pan, ça c'est un élément très très important en général dans tout ce qui est législation sur la cybersécurité. À savoir, oui, effectivement, rapporter, savoir quelles sont les vulnérabilités, quand on sait que très souvent les attaques ne sont pas faites sur des nouvelles vulnérabilités, zero days comme on dit, mais sur des choses qui ont déjà été, c'est qu'un attaquant va faire, quand il découvre qu'il y a cette vulnérabilité quelque part, il va systématiquement aller ailleurs pour essayer d'en profiter. Donc le fait de rapporter, c'est très très important effectivement. Voilà. Il y a aussi un aspect, c'est pas forcément de faire la mise à jour directement, mais déjà d'avoir cette notion d'information sur les différentes couches logicielles, les middleware, qui sont compris dans les équipements biomédicaux. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple de Log4Shell que tu as cité tout à l'heure. Donc moi, c'est un exemple que j'ai vécu directement. Arrivé mi-décembre, le souci, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a dans. Pour nous, ce sont des boîtes noires. On ne sait pas quelles sont les couches qui sont à l'intérieur. Donc on ne sait pas s'ils sont victimes ou pas. On a sollicité tous nos éditeurs biomédicaux. Et ça fait un certain nombre, dont certains n'existent plus aujourd'hui. Première problématique. Deuxième problématique, on a mis 2 mois et demi à avoir 80% des réponses. 2 mois et demi. Est-ce que c'est acceptable de se dire, on est dans une situation d'un risque potentiel, où pendant 2 mois et demi, on n'a pas l'information, quand l'éditeur biomédical nous répond, attendez, on va voir avec nos équipes techniques, on revient vers vous, etc. Et j'ai même une équipe, une société biomédicale qui m'a dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre problème. J'étais un peu bon. Donc c'est pour ça que s'ils avaient l'obligation ou autre, mais au moins d'avoir cette notion de middleware qui serait à disposition de nous, moi, en une recherche quelque part, j'ai au moins je peux faire l'appréciation du risque de mon établissement très rapidement et bien plus rapidement que 2 mois et demi. Et c'est là, en fait, où on n'est pas toujours en train de dire il faut faire la mise à jour, mais au moins d'avoir cette estimation du risque. Parce que quand une vulnérabilité tombe, ce qu'on demande au RSSI, c'est de dire quel est le risque de mon établissement. Et là, on répond quoi, la directrice générale? J'attends les réponses des éditeurs biomédicaux. Et ça, je pense que c'est là où on a sûrement un cran où on doit pouvoir s'améliorer. Ben, peut-être un complément à ce qui a été évoqué, hein, puisqu'effectivement, c'est en lien le dialogue avec les industriels que vous représentez. Yeah, thank you. Oui, merci, en effet. Et je pense que le point le plus important, c'est vraiment d'identifier les risques, comme on l'a dit. Parce que si l'on parle de vulnérabilité, de correctifs de sécurité du côté des utilisateurs, il y a quand même quelques préoccupations que j'aimerais mettre en lumière. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qui ont été formulés au sujet du log 4J. S'il y a quelque chose qui arrive comme cela, vous devez identifier quels sont les produits qui sont touchés, oui ou non, dans quelle mesure. Et bien entendu, devoir attendre 2 mois et demi pour obtenir des réponses, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Alors je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de détecter quels sont les appareils qui ont cette vulnérabilité ou qui pourraient être exposés à cette vulnérabilité. Parce que parfois, vous n'avez pas la liste des composants du logiciel, vous ne connaissez pas le design du produit, vous ne connaissez pas les contrôles et les mesures qui ont été appliquées sur le produit. Et donc, la préoccupation, c'est que vous allez peut-être tirer la sonnette d'alarme parce que la composante vulnérable est dans le système, mais en fait, le produit n'est pas du tout vulnérable, en fin de compte.
Et donc, il faut faire attention à cela. Il faut le garder à l'esprit. En ce qui concerne les patchs, les correctifs de sécurité, la préoccupation ici, c'est que lorsque l'on change la configuration des logiciels de dispositifs médicaux, il faut vraiment valider et vérifier que le système fonctionne toujours. Et personnellement, j'ai déjà vécu cette situation avec des systèmes de rayon X, par exemple, en appliquant un patch Microsoft, eh bien, cela pouvait causer des retards et des décalages dans l'imagerie. Imaginez le médecin qui est là avec le patient, le moindre retard ou décalage serait tout à fait inacceptable parce que c'est une préoccupation, une inquiétude en termes de sécurité. Et donc, il faudrait vraiment travailler sur base des risques. Et je pense qu'en fonction du niveau d'alerte critique, eh bien, il faut définir les systèmes d'alerte. Parfois, il ne faut pas toucher au système. Alors ensuite, si on parle de postes de travail médicaux, et si l'hôpital a les moyens de valider que le produit continue à fonctionner correctement et que le fabricant peut donner des instructions pour appuyer cette décision, alors effectivement, je pense que ce serait une voie à explorer pour pouvoir améliorer ces correctifs de sécurité, absolument. Ce qu'évoquait Ben, est-ce que quelque part ça vous conforte, ça vous rassure? Qu'est-ce que vous pourriez attendre, je dirais, vos appels à vœux? Alors vous avez Philips et vous avez la Commission européenne qui sont présents avec vous sur scène. C'est peut-être le moment d'adresser voilà, l'appel à vœux sur ce qui pourrait vous permettre de monter en gamme, en tous les cas, en matière de cybersécurité, face aux challenges colossaux que vous venez d'évoquer en l'espace de 45 minutes. Ouais, alors je ne sais pas si on peut faire la liste au Père Noël tout de suite, mais il faut anticiper parce qu'il faut quand même du temps après pour réellement apporter des réponses. Mais je pense que l'idée effectivement d'avoir des constructeurs d'objets biomédicaux qui prennent en compte justement cette nécessité pour nous d'avoir cette visibilité sur ce qui est implémenté chez nous, ce qui est fondamental, d'avoir aussi le fait que ces éditeurs-là, alors je dirais pas se plient, mais acceptent nos procédures de cybersécurité sur nos établissements hospitaliers, ce qui n'est pas toujours le cas. On a des éditeurs biomédicaux qui, par exemple, refusent de passer par un VPN pour mettre à jour leur système parce qu'ils ont leur propre système métier qui permet de prendre la main à distance sur les équipements biomédicaux. Et on voit ce que ça donne quand un même éditeur se fait avoir par un rançongiciel quelques mois après. Alors, on entend ce que vous dites, Jean-Sylvain, et on le comprend, c'est légitime. En même temps, comment est-ce que de l'autre côté, les fabricants peuvent réussir à s'adapter à chacune ou à chaque process des différents acteurs de la santé? Parce que là, on parle notamment de la France. C'est le cas que vous évoquiez, mais on comprend bien que les systèmes de santé ne sont pas matures de la même manière, n'ont pas les mêmes préoccupations de sécurité, de cybersécurité dans les différents États membres. Alors, pour adresser les différents besoins, les listes au Père Noël de chaque pays, je n'ose pas imaginer le casse-tête pour, par exemple, Philips. Après, nous, on se calque quand même sur beaucoup de choses qui sont des bonnes pratiques à l'état de l'art de l'ANSSI. On n'est pas complètement hors sol par rapport à d'autres. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en train de demander des choses qui sont très pointues. Je prends des exemples qu'on a encore là il y a 2 semaines avec un éditeur biomédical qui veut faire du monitoring patient et le flux n'est pas chiffré. Alors ça paraît bête, mais en fait il n'a jamais pensé à chiffrer le flux. Pourtant c'est un éditeur international. Or ce sont aujourd'hui des exigences qu'on a dans nos politiques de sécurité. Et c'est pas très compliqué. Ce sont des standards internationaux que tout le monde sait faire. Mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas appris. Alors, quand on parle de security by design, c'est là un peu tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'on ait les mêmes on va dire prérequis quand il s'agit de chiffrer les flux, quand il s'agit de mettre à jour les postes, alors qu'effectivement, que ce soit les postes de travail ou les équipements à travers des solutions de sécurité des établissements de santé et pas des solutions métiers. Donc, quelque part, on est quand même sur des standards qui sont de l'ANSSI. Alors, on espère après que peut-être l'ENISA un jour, si je crois d'ailleurs ils ont sorti d'ailleurs une documentation sur le sujet, mais voilà, qu'il y ait un respect peut-être européen de ces standards-là. Et après, on n'a pas évoqué la Commission européenne, mais ça peut être aussi un enjeu de réglementation, justement d'avoir cette standardisation, on va dire,
des mesures de sécurité entre les équipements biomédicaux et centres hospitaliers. Quelque part, ce serait aussi une impulsion qui pourrait être donnée par certains États qui ont pris peut-être un petit peu plus en compte cette dimension et arriver finalement à faire monter en maturité l'ensemble des systèmes de santé et des services de santé dans les États membres et donc arriver à un niveau de maturité qui soit peut-être un petit peu plus homogène. Et donc c'est peut-être aussi une nouvelle dynamique à mettre en œuvre avec quelques locomotives sur le sujet pour avoir des résultats ensuite au bénéfice in fine du patient, parce que c'est ce que chacun de vous a évoqué. Tout cela est bien in fine pour le patient ou les patients que nous sommes ou que nous serons inévitablement. Charles, vous vouliez peut-être ajouter un complément ? Oui, pour compléter ce que disait Jean-Sylvain, on a aussi des standards dans le domaine médical. Tu parlais de flux qui n'étaient pas chiffrés. On peut prendre l'exemple dans le domaine de l'imagerie médicale, le protocole DICOM est un protocole qui aujourd'hui dans son standard laisse transiter les informations du patient en clair, que ce soit son nom, son prénom, sa date de naissance et l'image qui transite. Tout ça, ce sont des choses qui transitent en clair aujourd'hui. Enfin, moi je ne vois pas d'implémentation avec du chiffrement sur ces protocoles-là. Donc la solution, ça va être d'utiliser aujourd'hui un VPN si on veut faire sortir cette image vers un autre réseau, enfin un réseau externe. Voilà. Pour l'Europe, Miguel, puisque je n'oublie pas quand même qu'il y a eu un petit appel à vœux de la part de Jean-Sylvain, est-ce qu'on pourrait aller vers une réglementation européenne quelque part qui en arriverait in fine, alors peut-être pas à court terme, mais possiblement à moyen terme, avec des obligations finalement de cybersécurité dans ce domaine-là? Je pense qu'on peut déjà utiliser ce qu'on a, aller plus loin. Vous en avez parlé des guides, guidelines là, dans le domaine de règlement sur les objets médicaux. Et je sais qu'on travaille dans le domaine de la cybersécurité là-dedans. Donc ça, c'est au niveau de la fabrication. Là, on peut aller plus loin. Et puis, côté cyber-législation, donc directive Nice, voilà, comme je le dis, c'est un des domaines qui est compris dans la directive. Donc là, c'est pas, voilà, le focus n'est pas des objets, mais bon, vraiment l'ensemble, les opérateurs. Mais dans ce cadre-là, on peut aller plus loin dans la définition d'obligation des opérateurs. C'est pas, enfin, pour simplifier, pour faire simple, il y a tout ce qui est réglementation safety, sûreté, côté fabricant, et donc ça existe, et on peut aller plus loin, et par définition dans ce domaine, ça évolue toujours, donc on peut aller plus loin. Et de l'autre côté, il y a plutôt la législation cybersécurité opérateur. Et là, on peut aller plus loin, et je sais que dans le cadre du groupe Nice, qui accompagne, où sont tous les États membres, la Commission et l'ENISA, qui accompagne donc l'application et pratique de la directive, il y a un groupe de travail spécifique sur la santé, où là, ils pourraient aller plus loin. Ils ont commencé à faire des choses, par exemple, comme des rapports sur la question des notifications d'incidents de sécurité dans le milieu de la santé. Ben, ils pourraient aller plus loin en définissant effectivement voilà, plus en avant. Puis après, il y a côté santé, il y a une directive sur, je ne me rappelle pas du nom exact, mais sur une directive sur la santé et les aspects transfrontaliers de la santé, avec des choses comme par exemple comment est-ce que des patients doivent être remboursés pour des traitements à l'étranger, tout ça. Eh bien, ils ont un article particulier sur la technologie. Et ils ont un réseau aussi de nouveaux États membres et commissions, eHealth Network, où je sais qu'ils se penchent aussi sur la question de la cybersécurité et voilà, vraiment des accords sur des pratiques, tout en sachant que le domaine de la santé reste quand même, la compétence nationale reste très importante dans ce domaine. Donc nous avons, côté européen, il y a tout le côté marché intérieur, donc voilà, qui s'applique. Mais tout ce qui est organisation des systèmes de santé, ça relève quand même du national pour une grande partie. De la compétence nationale des États membres. On va prendre quelques questions dans la salle avant de terminer cette session. Alors, je vous invite simplement à lever la main pour qu'on puisse vous donner un micro.
Alors, y a-t-il une question? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir si on pouvait pas faire jouer la garantie pour obliger les constructeurs à mettre à jour les objets de santé. Bonne question. Je ne sais pas combien de temps est la garantie d'un équipement biomédical. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais sachant que voilà, on a des équipements qui durent jusqu'à 15-20 ans. Donc, je sais pas si Et les qui garanties- continuent d'être maintenus par les constructeurs. Ben, would you like to add something? Oui, la garantie est fixée pour la plupart des produits à 2 ans. Donc effectivement, cela n'est pas vu la longue durée de vie de ces équipements. Oui, bonjour. Vous avez parlé de marquage CE médical. Est-ce que ce marquage CE inclut la nécessité de faire des tests cyber ou pas? Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il faut faire des tests de certification sur la cybersécurité? À ce jour, non. Pour moi, non. Cela dépend, en fait. Ça, c'est une question difficile. Si vous regardez la réglementation qui concerne les dispositifs médicaux, il est indiqué que l'on doit vraiment avoir une sécurité de pointe. Et donc, j'imagine qu'un organisme notifié viendrait justement vérifier auprès du fabricant que le fabricant applique bien la security by design. Et les tests s'inscrivent dans cette notion de la sécurité by design. Et pour la réglementation sur les dispositifs médicaux, il n'y a pas de normes de sécurité harmonisées. Donc le fabricant ne peut pas se dire, voilà, si j'applique cette norme, eh bien je serai conforme à la réglementation. Donc tout doit passer par les lignes directrices et les organismes notifiés qui vont effectivement vérifier l'application de ces exigences. Donc ma réponse serait plutôt oui, mais cela dépend également de l'organisme de notification et pas directement du fabricant. J'entendais parler de recensement des objets. Aujourd'hui, quelle est la solution que vous utilisez pour le recensement des objets connectés et pour la partie vulnérabilité, notamment faire ressortir ces éléments? Je pense à l'EDR. Mais... Non, tu n'auras pas d'EDR sur des dispositifs médicaux. Voilà. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est qu'au niveau de la traçabilité des dispositifs médicaux, aujourd'hui, les équipes biomédicales sont bien plus en avance que les DSI et ils ont une culture du risque et ils ont aussi derrière des impératifs en matière de traçabilité et de suivi des dispositifs médicaux. Et je trouve qu'ils ont pas mal d'avance par rapport au DSI là-dessus. Donc aujourd'hui, ils savent ce qu'ils ont comme appareil. Par contre, ils ne savent pas le détail de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces appareils. Certains ingénieurs biomédicaux qui ont un peu de connaissances et qui ont un peu gratté vont savoir que ça tourne sur un système Windows, sur un système Linux ou sur un système propriétaire ou un système embarqué type VxWorks, mais la plupart des ingénieurs biomédicaux n'ont pas forcément la connaissance de tout ça, et tout ce qui est applicatif et middleware qui tourne dessus, ils ne vont pas le savoir. Ouais, pour compléter, en fait, c'est une très bonne question, dans le sens où c'était un peu la question que je redoutais, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de visibilité. Alors, si, on a beaucoup de visibilité, mais on n'a pas une visibilité exhaustive. Pour une raison simple, et c'est un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Vous allez avoir donc un CHU par définition, c'est un espace qui est très très ouvert. Vous avez des praticiens hospitaliers qui sont aussi des enseignants à l'université et qui sont aussi dans des associations. Alors je prends par exemple l'association de cardiologie. Et l'association de cardiologie va dire, tiens, ça peut être hyper intéressant d'acheter un équipement biomédical
pour améliorer les coronographies, et on va le tester au CHU de Brest. Hop, l'association achète, le PUPH, donc praticien hospitalier, professeur des universités, dit je le mets dans mon service, sans en informer ni la DSI et parfois le service biomédical, c'est pas toujours le cas, et derrière il se branche au réseau, et c'est parti, on a un flux Zoom qui est ouvert, et on commence et donc là c'est là où on commence à avoir des petites alertes quand même de sécurité sur certains flux, mais c'est passé complètement sous les radars. Parce qu'on a une quantité d'acteurs, et là je vous ai donné un exemple, il y en a plein, qui viennent interagir avec les centres hospitaliers. Et donc cette nécessité d'avoir justement, on va dire, un canal unique de déploiement des équipements biomédicaux au sein d'un centre hospitalier, c'est un des enjeux, mais qui fait que du coup on doit impliquer tout le monde. Les professionnels de santé, les services biomédicaux, la DSI, le RSSI, voire parfois le DPO, et on oublie d'autres sujets où les équipements biomédicaux vont recenser de la donnée, puis ensuite l'ingurgiter dans un entrepôt de données, etc., etc. Donc on a une visibilité qui n'est pas aujourd'hui exhaustive et c'est un des sujets sur lesquels on travaille. Alors on peut travailler sur les briques techniques, donc c'est vrai, sur les flux réseau, on va voir les flux réseau passer, on va essayer de les identifier, mais c'est là où justement il faut avoir des sondes qui sont assez fortes pour pouvoir identifier tous les flux biomédicaux qui passent, et ça c'est pas forcément évident, et c'est pas forcément peu cher. Donc voilà, c'est un vrai choix stratégique d'un établissement, c'est pas quelque chose de trivial à mettre en œuvre, et qui nécessite justement une certaine transversalité au sein de l'établissement. Oui, je voudrais peut-être encore ajouter un point à cela. Je pense que nous avons beaucoup de préoccupations dans le domaine des soins de santé, mais nous avons également des exemples très positifs. Par exemple, en ce qui concerne l'échange des informations, là, franchement, le secteur des soins de santé se débrouille très bien. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais nous avons quelque chose qui s'appelle la déclaration des fabricants. C'est un formulaire qui a été lancé aux États-Unis, mais nous essayons vraiment de promouvoir son utilisation à travers le monde. Et cela permet justement d'obtenir la reconnaissance de l'ENISA dans les lignes directrices pour les hôpitaux, pour les dispositifs médicaux notamment. Et justement, cela concerne également la directive Nice 2. Dans la prochaine directive Nice, à mon sens, il sera important de mettre l'accent sur la chaîne d'approvisionnement. Et là, on peut introduire une exigence pour qu'une organisation connaisse les fournisseurs, pour savoir si les produits sont sûrs et si on est passé par la Security by Design. Alors, bien entendu, la question est de savoir comment on va pouvoir prouver cela. Moi, en tant que fabricant, comment vais-je pouvoir prouver à l'hôpital que mes fournisseurs sont en règle et comment les fournisseurs vont-ils pouvoir le prouver. Je pense que dans le secteur des soins de santé, nous avons vraiment d'excellents exemples, comme par exemple la directive Nice 2 et les obligations de notification, de certification. Mais la grande question, c'est vraiment au sujet de ces échanges d'informations. Et nous savons que c'est une responsabilité partagée. Alors, je reconnais que tous les fabricants n'offrent pas ces formulaires de déclaration, mais nous sommes nombreux à le faire et nous devons veiller à ce que de plus en plus de fabricants fournissent cette information pour que vous connaissiez justement quels sont les systèmes d'exploitation, quelles sont les capacités en termes de sécurité, etc., etc. Dans notre laboratoire hospitalier, nous utilisons des automates. Il y a à peu près 2 semaines, on a détecté un petit problème. Donc ces automates fonctionnent sur des systèmes d'exploitation assez anciens, Windows XP, et on a détecté un flux d'un des automates qui sortait vers Internet, et on a identifié qu'il était infecté par un virus, donc Conficker également. Après ça, donc on a réagi, on a contacté le fournisseur. Et de fait, on peut rien installer sur ces automates. Ce qu'ils ont proposé, c'est de signer un waiver en disant, ben voilà, vous pouvez installer un antivirus, mais nous on décline toute responsabilité de ce qui pourrait arriver avec Automate. Et de même, ils ont aussi indiqué qu'au niveau RGPD, ils ne faisaient aucun traitement de données, malgré qu'ils font des interventions à distance sur cet automate.
Donc, ma question était, quand vous avez une réponse de ce type, comment est-ce que vous gérez le risque? Donc, est-ce que vous allez signer un waiver et en disant, tant pis, on prend la responsabilité, ou la seule solution, comme vous avez dit, c'est la protection périmétrique, mettre ça dans une zone isolée et puis essayer de surveiller ce qui rentre et ce qui sort? Déjà, je me pose la question de la validité du marquage CE médical quand il y a un configure installé sur un équipement. Mais au-delà de ça, non, on n'a pas signé d'éléments comme ça. On fait de la sécurité périmétrique, ce que j'évoquais précédemment, en essayant justement de restreindre et de cloisonner, de mettre dans une sorte de bulle un peu hermétique qui permettent justement de maintenir le risque. Alors on ne l'élimine pas, mais on le contient. Je pense que c'est important de beaucoup échanger avec les services biomédicaux sur ces sujets qui ont plutôt une bonne sensibilité sur les sujets cyber, je trouve, pour échanger avec l'AFIB et l'AMB, donc les deux associations françaises des techniciens et des ingénieurs biomédicaux. Je trouve qu'ils ont une bonne sensibilité sur ces sujets et malheureusement pendant des années, et on voit encore le cas aujourd'hui, un manque de communication avec les DSI. Je pense que les DSI, les équipes techniques et les équipes réseau peuvent aider aussi les responsables biomédicaux sur ces sujets et je pense que c'est important de bien communiquer et je pense qu'aujourd'hui le RSSI dans un établissement de santé, il doit plutôt il doit compter dans ses amis le responsable biomède et l'ensemble de l'équipe biomède en plus de la DSI. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et donc on l'a vu, beaucoup de challenges qui restent à adresser, mais il y a un point commun que l'on a pu retrouver dans chacune de vos interventions et c'est le dernier point que vous évoquiez, Charles, à l'instant, c'est bien cette communication, ce partage d'informations, Ben, vous l'avez beaucoup souligné, et donc in fine, c'est bien une approche collective qui doit être pensée par les différents acteurs, évidemment au niveau européen, pour pouvoir adresser ces challenges. On reviendra évidemment très certainement l'année prochaine sur ces sujets. On vérifiera si des progrès ont été faits, s'il y a de nouveaux enjeux et comment vous avez adressé ceux qui vous font face dès aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, les débats du FIC continuent tout au long de la journée. Pour ceux que ça intéresse, je vous retrouverai à 15h15 cet après-midi sur les sujets d'identité numérique au niveau européen. Merci de votre fidélité. Très belle journée à tous.